Bonjour à toutes et à tous. Ici, Pascal Lotaz du département d'études littéraires et aujourd'hui je m'entretiens à nouveau avec Évariste Bartolo, ancien ministre des Affaires étrangères de Malte. Évariste a récemment écrit un article sur le mirage de la maison commune et sur la manière dont les États-Unis se sont toujours opposés à la structure de sécurité pan-européenne. C'est ce sujet, ainsi que le comportement actuel des États-Unis sur la scène mondiale, que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors Évariste, bienvenue à nouveau. Merci, et merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir à nouveau partagé vos réflexions, car je pense que vous avez effectivement observé et travaillé dans ce domaine de la politique étrangère européenne et euro-atlantique depuis un certain temps. Pourriez-vous nous dire ce que vous en pensez et pourquoi? Alors que nous avons connu les années 1990 avec cette idée de dividende de la paix, d'une grande Europe s'étendant jusqu'à Vladivostok, d'une maison commune pour tous, nous ne l'avons jamais réalisé. Eh bien, pour un petit pays comme Malte, vous savez, c'est le plus petit État de l'Union européenne et l'un des plus petits au monde. Vous pouvez imaginer que pour nous, la sécurité coopérative n'est pas une abstraction idéologique ou une simple discussion. C'est quelque chose dont les petits et moyens États ont besoin. Mais nous découvrons ensuite que tous les pays en ont besoin, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance. Le rêve que nous avions remonte à l'époque de Gorbatchev, lorsqu'il parlait de construire une maison de sécurité commune, car c'est la seule manière pour différentes régions de coexister pacifiquement. Je pense que cette idée s'applique non seulement à l'Europe, mais aussi à d'autres régions. Et je me souviens que lorsque Gorbatchev est venu à Malte en décembre 1989 pour rencontrer Bush, il y avait déjà l'espoir qu'enfin, l'impasse division up commencerait à résorber. Et nous aurions adhéré au concept qu'il a décrit. Construisons une maison commune de sécurité, comme vous l'avez dit, du Portugal à l'Union soviétique, afin que ma sécurité ne menace pas la vôtre. Essayons de la bâtir sur les piliers de l'économie, de la diplomatie, de la culture et de la politique. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. J'ai passé un certain temps à analyser des documents classifiés, à la fois de Moscou et de Washington. Et l'on peut constater qu'il n'y avait aucune conviction du côté américain que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe devait constituer l'architecture de sécurité dominante pour l'Europe. Pour les États-Unis, c'était très clair, même s'ils ne le disaient pas toujours ouvertement. Ils l'avaient bien dit lors de réunions bilatérales, qui étaient encore confidentielles à l'époque, mais qui ont été révélées depuis, grâce aux documents déclassifiés. Pour eux, la priorité numéro 1 était l'OTAN. La deuxième, l'Union européenne, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'OTAN et non une Union européenne dotée d'une autonomie stratégique. Kissinger, déjà dans les années 1970, disait « Nous ne voulons pas que l'Europe devienne un géant. Elle doit rester composée de nains divisés afin que ces nains se battent entre eux. Mais en même temps, elle devait être contenue dans un cadre. » Ainsi, comme je l'ai dit, la deuxième politique pour l'Europe était l'Union européenne. En troisième position, en parent pauvre, venait l'OSCE. Et je peux mentionner certains moments précis qui m'ont vraiment marqué en parcourant ces documents. Lorsque Bush invita Helmut Kohl à une discussion à Camp David, il lui dit « Ne viens pas avec Hans-Dietrich Genscher », car Hans-Dietrich Genscher était l'une des rares voix à affirmer encore « Nous devons avoir une architecture de sécurité commune pour l'Europe. Nous devons nous appuyer sur la CSCE, que nous aurions dû célébrer cette année, le 50e anniversaire d'un moment historique aussi important. Mais au lieu de cela, elle a été affaiblie.
Dès le tout début, une fois qu'ils eurent analysé le fait que la Russie, alors ils commencèrent à parler de la Russie, était vaincue, ils dirent « Ne prenons pas au sérieux leurs préoccupations, ni ce qu'ils disent. Après tout, ils sont trop faibles pour imposer leur volonté. » À ce moment-là, lorsque le monde passa d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, il n'y eut aucune prise de conscience, aucune pause pour se demander « Écoutez, sommes-nous sûrs qu'à ce moment de domination absolue, cela va durer éternellement? » Maintenant que nous sommes très puissants, nous sommes en position de dicter à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Et ils ont essayé de dicter aussi à l'Union soviétique, en commençant par Gorbatchev, en lui disant « Vous êtes si aimable, ces idées sont si bonnes », mais en faisant ensuite le contraire. Même chose avec Eltsine. Vous avez lu les lettres qu'il envoyait à Clinton, par exemple, le suppliant « Vous me forcez à humilier la Russie. C'est impossible. Si vous continuez à étendre l'OTAN vers nos territoires, cela va être un gros problème pour moi. Comment vais-je le faire accepter à mon pays? » Parce que ils sentaient que, vous savez, et du côté américain, lorsqu'ils parlaient entre eux, comme on le voit dans ces documents, ils disaient « Écoutez, au fond, nous parlons avec une puissance vaincue, donc elle doit accepter ce que nous faisons. » Et puis, sommet après sommet après sommet. Bien que, même depuis les États-Unis, des diplomates, y compris au sein du département d'État, disaient « Écoutez, si cela continue de croître, la Fédération de Russie le perçoit comme une menace. » Et surtout lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. L'Ukraine était la ligne rouge ultime qu'il ne serait pas permis de franchir. Ils en étaient conscients à l'avance, mais croyaient tout de même être en position d'imposer leur volonté. Lorsque 2013-2014 est arrivé, la Russie avait déjà commencé à se redresser sur les plans économiques et militaires et ne voulait plus être dominée ni recevoir d'ordre, comme durant la période de 1989 à 2014. Lors de la célèbre conférence de Munich sur la sécurité, Poutine a déclaré qu'il devait aussi y avoir. Il n'a pas utilisé le langage poétique d'une maison commune, mais il parlait d'une architecture de sécurité coopérative. Je veux dire, n'oublions pas que même avant Poutine, Poutine lui-même avait dit « Si vous proposez l'OTAN à la place de l'OSCE, alors nous rejoindrons l'OTAN. » Vous savez, cela a réellement été dit. Mais non, 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 bien sûr que non. Nous n'allons pas vous laisser rejoindre l'OTAN, ce qui, encore une fois, présente l'OTAN comme une organisation constituant une menace pour l'OSCE, pour la Fédération de Russie. C'est très triste. Car les choses auraient pu être différentes. On aurait pu agir autrement pour éviter la tragédie actuelle. Et je me souviens d'une des dernières réunions auxquelles j'ai participé au Conseil des Affaires étrangères à Bruxelles. Et vous savez, en entendant ministre après ministre, les responsables de l'ULUMLMEL ne prenaient toujours pas la Russie au sérieux. Ils croyaient encore que la Russie allait s'effondrer à cause des sanctions économiques, que son armée commettait de nombreuses erreurs stratégiques, qu'elle était très faible et qu'elle s'était retirée de Kiev. Tout cela était interprété comme un signe de faiblesse. Décidons maintenant des choses sur le champ de bataille. Je me souviens, et ce n'était pas au Conseil des ministres de la Sécurité, c'était au Conseil des Affaires étrangères, où, en tant que diplomate, nous devrions recourir à la diplomatie et au dialogue. Et une chose, Pascal, qui m'a vraiment frappé, ne parlons pas aux Russes. Ne parlons même pas aux Russes. Ne pas parler, ne pas s'accorder, ne même pas parler. Je dois juste redemander. Vous étiez ministre des Affaires étrangères jusqu'en juin 2022, n'est-ce pas? Oui, jusqu'en juin 2022. L'opération militaire avait en réalité commencé en mars, Pascal. Nous étions dans une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UOL où certains ont littéralement dit
Battons-nous. Nous devons pousser les Russes à se battre. Battons-nous. Oui, oui. Et je me souviendrai toujours, Pascal, que vers la fin, nous parlons maintenant de janvier 2022 et février 2022, il devenait impossible de distinguer entre un Conseil des ministres de l'OTAN et le Conseil des ministres de l'UMA. Non seulement parce que Blinken venait régulièrement, mais aussi à cause de la confiance. Pouvez-vous expliquer rapidement les deux structures? Parce que tout le monde ne sait pas ce que sont ces conseils. Pourriez-vous simplement les expliquer? Oui. Évidemment, lorsqu'on parle de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, elle dispose de son propre Conseil des ministres, qui est réservé uniquement aux membres de l'Alliance de l'OTAN. Il y a quelques observateurs qu'ils aiment inviter, mais cela relève du commandement américain. C'est distinct, même si c'est également à Bruxelles, ce qui est intéressant car ils sont voisins, vous savez. Ensuite, il y a le Conseil des ministres de l'Union européenne, auquel participent uniquement les 27 États membres. À cette époque, il y avait encore un certain nombre de pays neutres. La Finlande, la Suède étaient encore neutres, l'Autriche, Malte et l'Irlande. Mais malgré tout, ça ne fonctionnait pas. Désolé Pascal, ce n'était pas comme un conseil de l'OTAN. Il n'y avait aucune distinction. Aucune distinction. Ou, écoute, cela mis à part, les ministres sont imbriqués dans la structure, car on peut passer du poste de Premier ministre des Pays-Bas à celui de secrétaire général de l'OTAN. Donc c'est incestueux, totalement. C'est devenu totalement incestueux. Oui, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important dont beaucoup de gens ne sont pas conscients, n'est-ce pas? Donc, le Conseil des ministres des Affaires étrangères, ce sont les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN. Un jour, ils se réunissent au siège de l'OTAN à Bruxelles, et le lendemain, le même groupe de personnes, plus toi, plus quelques autres pays neutres, se retrouvent à nouveau dans les locaux de l'UDUIMEO. Et évidemment, ils poursuivent les mêmes discussions, n'est-ce pas? Oui. Et l'OTAN influence alors la discussion au sein de l'UM. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que cela se fait de manière très concrète. Les ministres de l'OTAN se réunissent de façon informelle pour le petit déjeuner, et après le petit déjeuner, ils se rendent au Conseil des Affaires étrangères. Je me souviens avoir parlé avec des collègues. Vous savez, une fois qu'on a gagné la confiance des gens, je ne citerai pas son nom, mais il venait d'un État membre très puissant de l'OTAN. En fait, l'un de ceux qui possèdent aujourd'hui l'une des armées les plus fortes, à part la Russie et l'Ukraine. Par exemple, il m'a dit, « Nous avons discuté du fait que le ministre français a annoncé leur retrait du Mali. » Et j'ai répondu, « Oh, c'est très très sage. » Il m'a regardé, stupéfait. J'ai ajouté, « Comme d'habitude, nous abandonnons l'Afrique, puis nous nous étonnons que d'autres grandes et moyennes puissances occupent cet espace. » Ils avaient donc l'habitude d'y tenir une réunion pour coordonner leurs positions. Ensuite, évidemment, ils étaient, voyons voir, je crois, 22, non? 22 sur 27 membres faisaient partie de l'OTAN. Et il ne faisait aucun doute que l'Union européenne, telle qu'elle était envisagée dans la diplomatie et la politique étrangère américaine, jouait un rôle secondaire par rapport à l'OTAN et était perçue comme un instrument politique de l'OTAN. Et bien que, vous savez, nous soutenions l'Union européenne, elle ne devait croître que jusqu'à un certain point. Je me souviens avoir parlé à des diplomates américains et ils se moquaient du concept d'autonomie stratégique, vous savez, parce que nous discutions de documents sur la manière dont l'Europe allait devenir un acteur géopolitique autonome et sur la nécessité, vous savez, de réduire notre dépendance. Mais ensuite, ils s'en moquaient et disaient « Allez, nous ne les prenons pas au sérieux.
Je pense que c'est là la tragédie de l'Union européenne. C'est aussi la tragédie de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, car maintenant elle existe. Mais elle est, je ne sais pas, dans le coma. Elle est dans un état très grave. Et c'est vraiment dommage, car c'était l'outil pour réellement prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Mais, dès le début des années 1990, on pouvait voir que nous avions affaire à une Russie affaiblie. Ne les prenons pas au sérieux, car peu importe à quel point ils crient, à quel point ils protestent, à quel point ils nous disent lors de nos réunions bilatérales, ne vous approchez pas davantage, instaurons plutôt une autre forme de coopération en matière de sécurité au lieu de cette avancée qui vient vers nous. On ne les prenait pas au sérieux. C'est, vous savez, la grande tragédie, parce que nous avions l'OSCE. Et cela aurait pu être le moyen de construire une maison commune, mais nous l'avons délibérément abandonné. Mais je dois encore vous interroger à nouveau sur ce lien. Je veux dire, dans l'OTAN, il n'y a pas seulement les ministres et les premiers ministres européens des Affaires étrangères, etc. Il y a aussi les Américains et les Canadiens, n'est-ce pas? Y a-t-il parfois des moments où vous vous rendez compte qu'il y a des frictions? Lorsque les Américains, en particulier le secrétaire d'État américain ou même le président, poussent pour des choses que les Européens ne veulent pas, mais que par ce canal, par ce pipeline OTAN-USMEON, ils finissent tout de même par obtenir ce qu'ils veulent. Oui, mais malheureusement, et je ne veux pas être mal compris, même si l'on examine certains travaux réalisés par des groupes de réflexion européens, et je ne parle pas de personnes opposées à l'Union européenne ou sceptiques à son égard, donc pas de ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite ou les souverainistes, mais bien de think tanks qui affirment que l'Union européenne s'est laissée devenir un vassal des États-Unis. Ce n'est pas bon pour les États-Unis, et ce n'est pas bon pour l'Union européenne. Et l'exemple concret de ce que nous disons, c'est le soi-disant accord conclu en Écosse. Enfin, ce n'était pas vraiment un accord, c'était un accord imposé entre le président Trump et Ursula von der Leyen, où elle a pris des engagements qui ne relevaient pas de son mandat et a déclaré, vous savez, que l'Union européenne allait vous acheter les armes. Alors, quelle autonomie stratégique? Nous allons investir aux États-Unis et nous allons permettre à vos produits d'entrer sans payer de droits de douane. Mais dans notre cas, ce que nous vous exportons sera toujours soumis à des droits de douane. Cela montre bien la structure de supériorité et d'infériorité et à quel point l'Union européenne est devenue impuissante. Vous savez, lors de ces réunions du Conseil, ce qui était décidé au siège de l'OTAN était ensuite également appliqué au Conseil des ministres de l'Union européenne. Et je peux vous dire que chaque fois qu'Anthony Blinken venait au Conseil, quoi qu'il dise, il n'y avait pas de véritable discussion, tout comme il n'y en avait pas lorsque nous parlions des sanctions. Et d'après ce que je peux constater, les décisions qui sont prises suivent une sorte d'approche en silo. Il n'y a aucune intégration entre la politique économique de l'UEM, la politique de sécurité de l'UEM et la politique diplomatique de l'UEM. Les décisions sont également prises séparément, vous savez. Donc d'après ce que j'ai pu constater, et même d'après les documents présentés lors des réunions du Conseil, la question de savoir si ces sanctions allaient fonctionner ne se posait pas. Le monde se compose-t-il uniquement des États-Unis, de l'UE et de la Fédération de Russie? Si vous repoussez la Fédération de Russie, vont-ils simplement s'allonger et mourir? Ou chercheront-ils de nouveaux arrangements et de nouvelles relations? Et je me souviens avoir discuté de cela, même avec mon ami, car je le considère toujours comme mon ami, Joseph Borrell, et lui avoir dit, donc, ce que nous faisons maintenant, c'est évidemment aussi pousser la Fédération de Russie dans les bras de la Chine. Oh non, 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 m'a-t-il répondu. Non, non, cela n'arrivera pas,
car les Russes ne font pas confiance aux Chinois. Et vous savez, les Chinois, Borrell a rejeté cela. Il l'a rejeté. Il a dit non, ça ne peut pas arriver. Oui, oui. Et les Chinois empiètent sur la Sibérie. Donc les Russes se sentent menacés. Alors non, non, il a forcément eu une discussion au plus haut niveau où l'équation était « oui, oui, punissons la Russie » et la Russie s'effondrera parce qu'elle n'aura pas d'amis, elle sera isolée, elle ne pourra rien faire, elle ne pourra rien vendre, elle restera à l'écart de la Chine, à l'écart de l'Inde, à l'écart de 84% du monde, vous voyez. Mais c'est incroyable, je n'arrive pas à croire à un tel niveau de... Ce n'est même pas de la myopie, je dirais, de cécité stratégique, pas d'autonomie stratégique, mais bien de cécité de prendre des décisions comme cela, sans se dire « Écoutez, si nous prenons cette décision, quelles en seront les conséquences? Quel est le scénario global ?» Aucune considération pour cela. C'est incroyable de voir à quel point des décisions aussi importantes, qui affectent la vie de millions de personnes, sont prises de manière aussi superficielle. Peux-tu t'expliquer à toi-même, puisque de toute évidence, tu ne partageais pas cette évaluation, ni cet état d'esprit? Pourquoi la majorité des dirigeants de l'UMM et de l'OTAN, qui ont en réalité grandi et atteint leur maturité politique pendant le mouvement de la CSCE, n'ont pas cette même approche? Pendant les années 1970, 80 et 1990, les gens travaillaient à la désescalade et à la fin de la guerre froide. Nous savons, Jack Matlock et d'autres ne cessent de le rappeler, qu'ils œuvraient ensemble à mettre un terme à la guerre froide. Et les personnes dont tu parles étaient jeunes à cette époque et ont mûri politiquement durant cette période et après. Pourquoi n'ont-elles pas ce cadre normatif que toi et moi partageons et qui leur fait manifestement défaut? Peux-tu te l'expliquer? Oui, je pense que le facteur de l'âge est important, Pascal. Le facteur de l'âge est important. Je veux dire, nous parlons de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans, lorsque au moins 85 millions de personnes ont été tuées, puis encore 25 millions à cause de conséquences liées à la guerre. Ces générations ne connaissent pas la guerre, comme la connaissaient les dirigeants qui ont commencé à construire l'Union européenne. Et je crois qu'ils ont sincèrement affirmé que la réponse n'est pas la guerre, pas une guerre sur le continent européen, mais le fait de s'asseoir ensemble, de se rassembler, de discuter de nos différences et de bâtir une architecture de sécurité coopérative, également renforcée et soutenue sur les plans économiques, politiques et culturels. Et tous ces dirigeants entretenaient des relations de travail avec l'Union soviétique, parce qu'ils savaient ce que signifiait partir en guerre. C'est incroyable et tellement triste de voir de jeunes ministres parler de la guerre avec autant de désinvolture. Évidemment, ils ne vont pas eux-mêmes à la guerre. Ils n'ont probablement jamais vu des gens mourir ou être massacrés sur un champ de bataille. Et ils parlent de la guerre non seulement comme d'un dernier recours, vous savez, lorsque la diplomatie a échoué. C'est comme si désormais nous comprenions la diplomatie comme le fait de ramasser les morceaux après que le monde a été brisé, au lieu d'essayer d'empêcher qu'il se brise. C'est incroyable. Je me souviens, Pascal, parce que j'étais une fois en Espagne, avoir eu une discussion dans l'une de leurs académies diplomatiques. Et comme je suis profondément influencé par la crise des missiles de Cuba et par la manière dont cette crise a été résolue, je la considère comme un paradigme de la diplomatie. La façon dont nous devons travailler, la façon dont nous devons nous sauver de nous-mêmes. Puis plusieurs diplomates espagnols sont venus me voir et m'ont dit « Vous savez, vous avez ravivé en nous le goût de la diplomatie. » Je pensais venir ici, en tant que ministre des Affaires étrangères expérimenté, pour entendre ce que des diplomates espagnols chevronnés avaient à dire. Et ils ont effectivement de bons diplomates, de très bons diplomates.
C'est donc triste, car il ne fait aucun doute que la diplomatie n'a pas eu la moindre chance de fonctionner depuis, au moins 1996. Since at least 1990, so sad. Je veux dire, oui, tu as tout à fait raison. C'est bien le malaise que nous avons. Mais ce que je me demande, c'est que tu sais, nous avons réussi à construire l'OSCE. Et d'accord, l'OSCE n'a jamais été parfaite. La CSCE a été un processus très long et laborieux, mais elle a abouti à un résultat. Cela a pris 5 ans, mais ce résultat a été obtenu pendant la guerre froide, à l'époque bipolaire. Pascal, remember that it was a very slow process. Pascal, souviens-toi que c'était un processus très lent. Il devait être lent, car il prenait en compte de sérieuses difficultés existantes. Nous ne parlons pas, tu sais, de sortir nos violons et de jouer ou chanter ensemble. Il y avait de réelles divergences à affronter. Mais souviens-toi que même en Union soviétique, il y avait quelqu'un comme Andrei Gromyko qui disait « Mieux vaut 1000 ans de négociations qu'un seul jour de guerre ». C'est une réflexion très profonde, mais cette mentalité n'existe plus dans les générations qui ont suivi. Mais nous avons réussi à obtenir cela pendant la guerre froide. Et je sais que vous avez dit, lors de notre dernière discussion, que Kissinger avait en réalité dit aux Américains « Ne vous en faites pas, nous ne le pensons pas vraiment. » D'accord, mais nous avions bien les signatures. Ensuite, nous sommes passés à l'après-guerre froide, au moment unipolaire, puis à sa fin. Et maintenant, nous sommes déjà au-delà de cela. Nous vivons déjà dans un monde multipolaire. Mais maintenant, dans ce monde multipolaire, nous voyons le chaos absolu. Comment les États-Unis s'emballent et cherchent essentiellement à détruire toutes les normes que nous avions en diplomatie, y compris bien sûr en tirant sur des navires civils, en se préparant à la guerre avec le Venezuela et en bombardant des installations nucléaires en Iran. Je veux dire, toutes les normes auxquelles nous pensions croire, y compris ne pas tirer sur ou tenter de détruire les capacités nucléaires des Russes, ou mener des frappes à longue portée en Russie. Toutes ces normes ont été brisées. Mais nous avons déjà dépassé le moment unipolaire. Il y a un décalage dans la chronologie ici, entre les actions et l'endroit où nous en sommes sur cette ligne du temps. Eh bien, nous devons maintenant voir comment nous allons parvenir à une sorte d'équilibre, aussi fragile soit-il. Je me souviens de l'entretien que Richard Nixon avait accordé en 1971 aux rédacteurs de Time, leur disant que la paix survient lorsqu'il existe un équilibre entre les grandes puissances. Lorsque non seulement les États-Unis, mais aussi l'Union soviétique, évidemment à cette époque, ainsi que l'Inde, la Chine et d'autres puissances émergentes trouvent un équilibre entre elles. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Et je pense que nous devons nous rappeler que la génération dont nous parlions, et vous m'avez demandé, n'avait-il pas compris qu'il valait mieux construire une forme d'équilibre et instaurer une certaine sécurité coopérative? Ils se sont comportés un peu comme à Versailles. L'important était d'humilier et de punir l'Allemagne. Le célèbre diplomate estonien Mollersen a dit « Où était la sagesse du concert de l'Europe ?» Il prenait même soin des intérêts des puissances vaincues. Nous en sommes donc à ce stade, comme vous le dites. Cela me rappelle un peu ce jeu afghan sans règles, je crois qu'il s'appelle Buzkashi, où deux équipes s'affrontent avec une chèvre sans tête, essayant de l'amener de leur côté, et il n'y a aucune règle. C'est une guerre de tous contre tous, et nous en sommes là maintenant, comme vous l'avez dit. Et cela me rappelle aussi le conte de fées de Hans Christian Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Ceux qui sont prêts à dire la vérité au pouvoir, et ce n'est pas la première fois, disent, vous savez, que l'empereur est nu, même s'il essaie de se draper des habits des droits de l'homme, de la démocratie, de choses de ce genre. Mais maintenant,
C'est l'empereur lui-même qui dit « Non, je suis nu. Je veux utiliser mon pouvoir à nu, comme vous l'avez dit. » Il n'y a donc même plus la prétention de vouloir le dissimuler, sauf en utilisant cette excuse liée à la drogue. Mais qu'est-ce que cela provoque au juste? Et passons au Venezuela. Passons à ce renforcement militaire et à la menace évidente qui constitue déjà une violation de la Charte des Nations Unies, n'est-ce pas? Il est interdit de menacer par la force, il est interdit de l'utiliser, et il est interdit de la menacer. Il menace clairement, et l'empereur est aussi nu qu'il peut l'être sans commencer à s'arracher la peau lui-même. Mais qu'est-ce que cela produit? Je suppose que le Sud global a percé à jour ce jeu depuis longtemps, car lui aussi a souffert du colonialisme, et du colonialisme toujours en cours, n'est-ce pas? Mais ne va-t-il pas y avoir un moment où même les Européens, même vos anciens collègues, devront dire « D'accord, très bien, je pense que c'est une transgression. » Ce moment ne doit-il pas arriver? Eh bien, cela viendra, et je pense que c'est en train d'arriver. Mais encore une fois, sont-ils prêts à affronter la vérité? Je pense que nous arrivons à un moment de réalité, à la fois sur la manière dont la guerre en Ukraine touche à sa fin, sur ce qui se passe au Venezuela, et aussi sur ce qui s'est passé à Gaza, lorsque toutes les normes imaginables, toutes les normes humaines, ont été violées. Et il n'y a pas eu, vous savez, l'indignation à laquelle on aurait pu s'attendre de la part d'une communauté de nations au sein de l'Union européenne, qui parle tant de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie et de la décence. Sont-ils disposés à comprendre que ce qui se passe ne dépend pas uniquement de la personnalité de Trump? Parce que je vois qu'un certain nombre d'entre nous se livrent à ce genre d'analyse superficielle, qu'une fois Trump parti dans 3 ans, l'harmonie et l'état de droit reviendront. Non, il y a de jeunes gens en Amérique qui prendront la relève. Je veux dire, il suffit de voir comment Marco Rubio se comporte et manipule la situation. Bien qu'il y ait des voix, il faut le dire, des voix comme celle de Tulsi Gabbard, affirmant que l'époque des changements de régime est révolue. Tu sais, les choses sont différentes maintenant. Mais en même temps, tu as Trump qui arrive au Japon et qui dit « Tu sais, maintenant, nous allons écraser nos ennemis. » Alors, comment allons-nous gérer cette période très difficile et turbulente? Si nous ne la gérons pas correctement, si nous ne parvenons pas à trouver une sorte d'équilibre fragile et que nous laissons les choses s'envenimer, c'est très grave. Cela peut être très très dangereux. Parce que maintenant, nous sommes à un carrefour, non? Ou même ceux qui veulent continuer à dominer. Et un certain nombre de ceux qui étaient dominés et ne voulaient pas l'être, mais n'étaient pas en position de riposter, sont maintenant en position de le faire. Alors, comment cela va-t-il être résolu? L'histoire nous enseigne que, dans ces moments-là, un certain nombre de guerres éclatent. Et en fait, un grand nombre de guerres ont éclaté. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pouvons nous anéantir mutuellement. Espérons donc que la retenue l'emporte, ne serait-ce que par instinct de survie. Je suis très frappé, et j'utilise cette image pour expliquer ce que je ressens, qu'il y a quelques années, j'ai vu les sculptures de Michael Schulte, le sculpteur allemand. Il a une série intitulée United Enemies. On y voit 2 hommes laids se détestant, mais liés par la même corde et debout sur des échasses. La seule façon pour eux de rester ensemble, debout sans tomber ni s'effondrer, est de trouver des moyens de coexister, même s'ils se détestent. Je pense que c'est une bonne métaphore de la condition humaine. Nous avons besoin de coexistence. Idéalement, il devrait s'agir d'une coexistence pacifique, mais au moins, ayons la coexistence. Nous devons trouver des moyens de vivre ensemble, de nous prendre mutuellement au sérieux et de respecter les préoccupations de chacun. Si vous faites quelque chose, même si ce n'est pas votre intention,
Car j'ai aussi entendu au Conseil des gens dire « Mais pourquoi la Russie devrait-elle se sentir menacée par l'OTAN? Ce n'est pas notre intention d'envahir la Russie. Bien que, bien sûr, la Russie ait été envahie à plusieurs reprises depuis l'Europe. Et nous ne devons pas oublier Napoléon. Et nous ne devons pas oublier, oublions Napoléon et Hitler. Mais nous devons nous prendre mutuellement au sérieux, vous savez, afin de trouver une manière de vivre ensemble. Et à une époque où il existe tant de défis mondiaux qui ne peuvent être relevés qu'ensemble, qu'il s'agisse du changement climatique, des migrations, de l'intelligence artificielle, des pandémies, du développement, ou du fait que des millions de personnes massent encore avec 2 € par jour, il y a choses à accomplir. Je veux dire, tout cela a parfaitement du sens. Mais c'est parce que je pense que tu es une personne sensée qui, comme beaucoup d'autres, a des objectifs et des aspirations raisonnables pour l'humanité. Pascal, mon espoir ne repose pas sur les dirigeants. Mon espoir repose sur les citoyens qui veulent mener une vie normale. Et même en Europe, ils ont commencé à réagir. Parce que si vous voyez votre gouvernement retirer de l'argent de vos services sociaux, de vos services publics, pour le mettre dans la guerre ou l'envoyer sur un théâtre de guerre, cela crée un problème. Absolument. Définitivement. Mais ma question est, devons-nous chercher la cause principale, la racine du mal que nous traversons, dans la psychologie des personnes au pouvoir, ou devons-nous la chercher dans le fonctionnement du système? Je veux dire, vous nous avez donné un excellent exemple de la façon dont les structures de l'OTAN et de l'UMMR sont conçues pour créer cette marge de manœuvre, ce passage du pouvoir de l'une à l'autre. Et cela relève d'un problème structurel, non psychologique. Où pensez-vous que nous devrions chercher la cause du problème? Non, c'est dans la structure. C'est dans la structure, évidemment, renforcée par la psychologie, et inversement. Parce que si l'on vit encore dans un monde où les principales institutions, je veux dire, prenons les Nations Unies, il y a seulement quelques jours, les États-Unis ont suspendu leur financement à l'ONU. Alors, on peut imaginer ce que cela signifie. Ils ont également demandé à l'ONU de réduire le financement des forces de maintien de la paix. Donc, il ne s'agit pas seulement de bureaucratie ou d'argent mal dépensé. Je suis sûr qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais dire réellement, réduisez de 25% les fonds destinés aux forces de maintien de la paix, c'est très triste. Et puis, quand on regarde la structure du Conseil de sécurité, reflète-t-elle le monde d'aujourd'hui? Regardez le FMI. Reflète-t-il le monde d'aujourd'hui ou celui du passé? Quand on repousse les gens, que se passe-t-il? On obtient l'Organisation de coopération de Shanghai, on obtient les BRICS et un certain nombre d'autres dispositifs régionaux où l'on dit « Nous allons contourner ces institutions qui ne fonctionnent pas pour nous. Et si vous ne comptez pas les réformer, nous créerons des organisations, pas nécessairement contre vous, mais pour gérer nos propres affaires. » Et c'est ce qui se passe. Et c'est sain. C'est sain. Vous savez, si les 14% du monde, c'est-à-dire l'Occident, ne veulent pas changer et permettre aux autres de participer sur un pied d'égalité, vont-ils décoloniser leur approche et leur psychologie? Vous savez, quand on a été dominant pendant tant d'années, il faut apprendre à avoir des partenaires égaux. Oui, mais c'est justement ce qui est nécessaire, la décolonisation de l'esprit occidental, parce qu'ils vivent encore dans cette idée du 19e siècle, du jardin de M. Borel, n'est-ce pas? Ils y vivent encore, ils ne peuvent même pas le voir. Oui. D'accord, merci beaucoup pour ces éclairages. Pensez-vous qu'il y ait autre chose à prendre en compte pour comprendre cette approche actuelle, très belliqueuse, de l'Occident en général? Ou avons-nous fait le tour?
Eh bien, j'espère seulement que ce qui va se passer au Venezuela n'aura pas de conséquences trop graves si la situation s'aggrave. On fait souvent référence à la crise des missiles de Cuba. Cette crise a été évitée parce que les deux camps ont dialogué. Ils se méfiaient profondément l'un de l'autre. Mais leurs communications officieuses ont sauvé la situation, car ils ont pris les préoccupations de l'autre au sérieux. Parfois, nous commettons l'erreur de considérer la crise des missiles de Cuba uniquement à partir du moment où les États-Unis ont découvert que l'Union soviétique construisait une base à Cuba. Non, l'histoire remonte plus loin, au moment où les États-Unis installaient des missiles Jupiter en Turquie. Alors, comment cela a-t-il été résolu? En retirant les missiles et les installations de Cuba, et en enlevant les missiles Jupiter de Turquie. Au lieu de parler aujourd'hui de la manière dont nous allons accumuler des missiles les uns contre les autres à nos frontières respectives, j'espère seulement que l'Occident, car l'Occident atteint ses limites, verra son hubris se heurter à un mur. Et c'est ce qui est en train de se produire. Malheureusement, il semble que ce soit la seule façon d'apprendre. Ils auraient voulu s'imposer totalement au monde, mais désormais, le monde a changé. Et l'on voit réapparaître de grandes puissances. Il y a évidemment la Chine, et ensuite la Russie. Mais il y a aussi un certain nombre de ce que l'on peut appeler des puissances intermédiaires, comme la Turquie, l'Arabie saoudite, le Brésil et l'Inde, qui ne sont pas disposés à se laisser intimider, ni à se faire dire « Écoutez, alignez-vous avec nous contre les autres ». Tous cherchent, vous savez, à ne pas s'aligner sur un seul bloc. J'aime le concept de Jai Shankar, qui dit qu'il ne s'agit pas de parler de non-alignement, mais plutôt de multi-alignement. Vous savez, entretenir des relations avec le plus grand nombre de pays possible. Je pense que c'est la seule voie par laquelle le monde pourra désormais évoluer. Mais c'est un bon signe que ceux qui étaient dominés soient maintenant en position de dire « Nous ne voulons plus être dominés ». Comment cela va-t-il se passer? Espérons qu'il existe une voie, et je ne pense pas qu'elle sera sans douleur, mais qu'il existe une voie où nous pourrons encore, vous savez, vivre à la fin de cette expérience, et que notre planète ne devienne pas une planète vide tournant dans l'univers comme d'autres planètes vides. Je partage tout à fait cet espoir que vous exprimez. Évariste, les personnes qui souhaitent lire davantage de vos écrits peuvent les trouver dans le Times of Malta, où vous publiez régulièrement. Y a-t-il un autre endroit où elles devraient se rendre? Il y a aussi un site web. Il y a des sites web qu'ils peuvent trouver. Il suffit de taper mon nom sur Google et il apparaîtra. Je mettrai également le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous. Évariste Bartolo, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.